Bonjour à tous, merci d'être là pour m'écouter. Je vais aujourd'hui vous parler d'IA et je vais vous parler de l'IA pour, illustrer des contenus. Ça reste une conférence, attention, je le précise parce qu'il paraît qu'il faut le préciser, plutôt pour débutants. Je vais vous expliquer un petit peu, comment, moi j'utilise l'IA, même si, bien sûr, en 45 minutes, ça va être plutôt, professoral que, de la pratique pure et dure. Puis il y a une autre raison pour laquelle ça va pas être de la pratique pure et dure, c'est qu'il faut savoir que pour faire de la génération d'IA, pour ceux qui en font, vous le savez, ça prend beaucoup de ressources machines et il y a un peu le choix entre, streamer de la data ou faire de la génération. On peut pas faire les 2 en même temps sur, une seule machine. Bref, voilà. Je vais me présenter très rapidement, même si je pense que la plupart de ceux qui m'écoutent, vous avez déjà au moins une fois entendu parler de moi. Donc je m'appelle Sylvain Perronnet, je suis l'un des cofondateurs de Your Text Guru et Babar. Qui existe, Romain l'a dit, donc enfin depuis notre levée de fonds depuis 2 ans et demi quasiment. Je travaille en famille avec mon frère et ma sœur, donc Guillaume et Lucie, et nous sommes éditeurs, tous ensemble depuis, autour de 2000, avec un premier site qui, je crois, a été créé en 99 ou 2000, qui s'appelle crinen.com, qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Mais voilà, ça a été le début de nos aventures sur le web. Aujourd'hui, je vais vous parler de génération d'images. La génération, d'images, c'est, un sujet, moi, qui me fascine personnellement parce qu'avant, d'être, dans le web, j'ai été professeur des universités et j'ai beaucoup travaillé sur les images et depuis quelques années, il y a vraiment une émulsion, intellectuelle qui s'est faite sur les images qui est assez fascinante. Pourquoi? Parce que, quand la technologie, notamment à base de réseaux de neurones, a commencé à vraiment progresser, il y a tout un courant créatif, d'informaticiens qui faisaient déjà de la génération d'images, mais sans réseau de neurones, et puis, surtout à vocation un peu des images surréalistes et cetera. Il y a donc tout un groupe de personnes qui s'est mis à travailler vraiment très, très dur à la génération des images. Donc ça a commencé en 2014, je vais pas vous faire tout l'article, mais voilà, il y a eu, pendant, plusieurs années, les gens se sont cherchés sur les technos qu'il fallait utiliser pour faire des belles images. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties, ce qu'on appelle les réseaux, adversariaux. Google a beaucoup travaillé sur, des outils qui permettaient, de transférer le style d'une image sur une autre. Ça ne générait pas les images, mais on prenait une image, par exemple un tableau, une photo, ça faisait un tableau qui correspondait au contenu de la photo, et cetera. Donc des choses qui étaient autour de la génération sans être techniquement de la génération. Et puis, à partir de 2021-2022, les choses se sont vraiment emballées, avec DALL-E, d'abord chez OpenAI, puis la sortie de Midjourney, DALL-E 2, et puis Stable Diffusion, en point d'orgue plus récemment. Tout ce panorama, voilà, sur ces générations d'images, la bascule, elle est vraiment autour de 2022, l'ère de la diffusion. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une méthode algorithmique qui s'appelle la diffusion, qui a été mise en place dans Stable Diffusion, pour l'aspect le plus connu, qui a vraiment montré des résultats, substantiellement meilleurs que toutes les autres techniques. Alors ça ne veut pas dire que c'est la technique du futur, hein. On sait très bien que, tous ces outils technologiques, hein, il y a une grosse variabilité. Mais en tout cas, on voit qu'à un moment donné, il y a une méthode qui prend le pas et c'est, la méthode de diffusion. Alors les modèles de diffusion, ça existe depuis 2015, mais en fait, c'est assez ancien, si on utilise le mot diffusion, c'est pas par hasard. C'est parce que c'est basé sur la théorie qu'il y a derrière des process de diffusion en thermodynamique, donc en dynamique des fluides. Donc ça vient des idées, des physiciens. Ces méthodes de diffusion, elles avaient, la capacité dès le début, de, créer des images, quelque part à partir de rien. On va en parler vite fait derrière, hein. Mais ce qui a tout changé, c'est encore une fois OpenAI, qui a réussi à industrialiser les modèles de diffusion en créant ce qu'on appelle un modèle multimodal, c'est-à-dire un modèle, d'intelligence artificielle qui gère à la fois du texte et des images. Modèle multimodal qu'on appelle CLIP, alors ça veut dire Contrastive Language ta 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 ta, là vous avez ça sur le slide. Mais CLIP, c'est quoi? C'est un modèle, à base de réseaux de neurones qui est capable de prendre un texte d'un côté, une image de l'autre et de dire quelle est la distance sémantique entre le texte et l'image. Donc CLIP, c'est un modèle qui a été entraîné sur beaucoup, beaucoup d'images qui ont été annotées. Alors il y a plein de datasets d'annotation. Le plus connu, il est créé par Lion, Lion, qui est ici, Lion
pardon, mais le plus gros modèle, c'est l'Ion 5B qui est ici en haut. Mais essentiellement, à partir d'images et de description des images, eh bien, le modèle a été capable de comprendre, finalement, ce qu'on voit sur une image et donc être capable de faire la correspondance entre les 2. Voilà. On lui montre un chat blanc, on dit, le chat blanc, le joli chat blanc, le chat blanc mignon et le modèle dit: «Bah, la distance, c'est 0,04». Ça veut dire que ce que je vois sur cette image correspond bien à la description qu'on m'en fait. Si c'était une grande valeur, par exemple 0,9, ça veut dire, bah, ce serait entre un chat blanc et un chien, bah, ça dirait, ça correspond pas entre les 2. Et c'est grâce à ce modèle de description, finalement, qu'on est capable après de faire des modèles de génération. Alors je suis désolé, il y a quelques slides théoriques, mais après, je parle de comment on fait en pratique, hein. Essentiellement, l'idée, c'est la chose suivante. On a des images qui sont du bruit, donc c'est un petit peu ce qu'on voit, quand on a, plus de 40 ans, ce qu'on voyait quand on était jeune sur les télés cathodiques, quand, il y avait rien qui passait dessus, donc un nuage de pixels qui clignotent dans tous les sens, donc c'est ce qu'on appelle du bruit et l'IA va transformer ce bruit en une image débruitée qui a un sens visuellement. Ici, un éléphant, par exemple. Mais ces procédés sont aléatoires et donc à partir de n'importe quel bruit, on peut faire n'importe quelle image. Et donc, j'ai fait un éléphant, mais j'aurais pu faire n'importe quoi d'autre, moi déguisé en Père Noël, etc., etc. Donc, sans contrainte sur le débruitage, on peut générer n'importe quoi à partir d'un même bruit. Alors, si on veut faire de la création brute, en fait, bah, on peut toujours le faire. On génère un bruit, on fait une image, l'image nous plaît pas, et on recommence, etc. Donc, on peut faire de la génération sans aucun problème. Mais pour que ce soit utile aux gens, il faut que cette génération puisse la guider. Bah, le but de finalement ce petit exposé aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que si vous avez, alors je vois qu'on parle de blogueur pro, si vous êtes un blogueur pro et que vous avez besoin d'images, eh ben, vous pouvez en faire qui correspondent à ce que vous voulez pour illustrer des articles. Et donc la notion de guidage est très importante. Et c'est Clip qui va permettre de faire cette notion de guidage. Alors, on va voir dans 2 slides comment on fait, mais globalement, la première chose, c'est comment est-ce qu'on apprend à un réseau de neurones à faire des images à partir du bruit? Eh bien, on apprend, en fait, par l'inverse. Grosso modo, on va fournir plein d'images, à une machine et ces images, on va les bruiter au fur et à mesure. Les bruiter, c'est-à-dire que, bah, on va flinguer des pixels de l'image et on va les transformer par un truc de couleur arbitraire entre blanc et noir et on va introduire du bruit comme ça, en plusieurs étapes. Entre 2 étapes, il y a de plus en plus de bruit et cette suite d'images de plus en plus bruitées, ça va être ça mon dataset et je vais entraîner un réseau de neurones à prédire comment je passe d'une image à l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je rajoute du bruit et qu'est-ce qui se passe quand j'en enlève? Donc, on apprend un réseau de neurones à faire ce qu'on appelle la diffusion en avant et la diffusion inverse, c'est-à-dire que dans un cas, il apprend à rajouter du bruit et à prédire le résultat du rajout de ce bruit, et dans l'autre cas, il apprend à enlever du bruit et à prédire ce qui se passe quand on enlève le bruit et comment on arrive à une image qui est beaucoup plus nette. Je vois que c'est Plessis qui parle de défloutage. Effectivement, on peut faire du défloutage et ce genre de choses avec, sans aucun souci. Donc ça, c'est pour générer des images à partir du bruit. Ensuite, maintenant, comment est-ce qu'on va faire en pratique pour avoir des images qui correspondent à quelque chose que l'on souhaite? Eh bien, on va utiliser le fameux modèle clip. Le modèle clip, lui, ce qu'il est capable de faire, c'est la relation entre un texte et une image. Il est capable de dire, cette description correspond à une image, ou cette description ne correspond pas à une image. Et une description, j'ai utilisé ce mot jusqu'ici, mais c'est ce qu'on appelle maintenant généralement un prompt. Donc, clip, c'est un outil qui est capable de dire, ce prompt correspond bien à cette image, ou ce prompt ne correspond pas à cette image. Et donc, comment fonctionnent les méthodes de génération autour de Stable Diffusion? Eh bien, on prend un bruit aléatoire, donc on prend une image avec du blanc et du noir au hasard. On prend un prompt, et ce prompt, en fait, grâce à Clip, il correspond à des bruits qui ne sont plus aléatoires. On fusionne les deux ensemble, et ça me fait un bruit dont je peux prédire qu'il va amener à une image qui correspond plus au prompt que j'ai rentré qu'au bruit aléatoire. Et donc, je fais une étape une fois, ça me crée finalement une image un peu bruitée, mais qui correspond un petit peu à l'image que je voudrais avoir par rapport à mon prompt. Je regarde ce qui s'est passé, je recommence à lui forcer la main avec mon prompt en lui disant: «Bah, en fait, tu es plus près maintenant du prompt que j'ai tapé, mais pas assez près et tu es pas assez près de cette manière», et je repasse une deuxième fois dans mon prédicteur, puis une troisième fois, et cetera. Je recommence plusieurs fois et au bout d'un certain temps, j'ai une image qui est raisonnablement débruitée, que je peux sortir visuellement. Alors il y a plein de trucs beaucoup plus compliqués que ce que je viens de dire, bien sûr, parce qu'on parle
on travaille dans un espace qui est particulier, des images qui sont compressées, et cetera, et cetera. Mais essentiellement, ce qu'on fait, c'est ça, c'est on va faire ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire qu'on va faire on part d'un bruit, d'une image qui est ici, celle à droite, on lui enlève du bruit et ce qu'on enlève en matière de bruit, eh bien, c'est guidé par clip qui dit: «Attention, ce que tu enlèves, il faut que ça corresponde plus ou moins au prompt que tu as tapé». Et donc, on va guider le processus de débruitage grâce au prompt, grâce à clip. Alors ça, c'est toute la théorie et maintenant que j'en ai parlé, je vais parler plutôt de pratique et on va là tomber dans des trucs beaucoup plus terre à terre. L'objectif, quand on fait, de la génération d'images aujourd'hui sur le web, il est ou, créatif, on va faire, de la création pour de l'art ou parce qu'on fait de la pure création pour faire, je sais pas, des affiches et cetera et cetera. Ou alors on a une application, qui est un peu terre à terre, qui est, celle qu'ont la plupart des éditeurs SEO qui est, on sort des articles au kilomètre de plus en plus avec, les modèles de langue, les gros modèles de langue, les LLM comme, ChatGPT par exemple, et ces textes qu'on fait au kilomètre, il faut les illustrer. Et au final, c'est vrai qu'on arrive à quelque chose qui est assez dingue, qui est certaines personnes que je connais passent plus de temps à trouver les bonnes illustrations de leurs articles, finalement, qu'à les écrire. Et donc, il y a une vraie problématique là-dessus. Et les banques d'images, le problème qu'elles ont, c'est où elles sont, chères et on passe beaucoup de temps à chercher dessus, mais il y en a des très bien, hein, si on passe par, Adobe, Canva et cetera, on a des très, très belles images. Ou alors on prend des banques d'images gratuites comme Unsplash par exemple et bah, si vous regardez sur Unsplash, hein, les belles images, elles ont déjà été utilisées, 700 000, 1 million de fois et cetera et cetera. Et mon expérience personnelle en tant qu'éditeur, c'est que, à trop utiliser les mêmes images que les autres sur des sites qui sont pas foufou, bah, on a quand même une vraie difficulté, à émerger, assez clairement, heu, notamment enfin bon, il y a tout un tas d'histoires sur certains filtres qui sont passés dans le temps, qui n'existent plus, qui à mon sens sont liés à une détectabilité de la qualité du site par rapport aux images. Mais bon, donc il y a un enjeu de faire des images qui soient uniques et qui soient suffisamment belles, bien sûr, pour que, bah, les gens ne se disent pas que, ils sont sur un texte complètement daubé, quand ils voient l'image qui porte le texte. Pour faire tout ça, générer des images, il y a plusieurs possibilités et je sais que quasiment tout le monde maintenant utilise Midjourney et je vous dirai dans, 2 ou 3 slides pourquoi, moi je m'en sers pas plus que ça. C'est pas une raison technique, hein, mais voilà. On va parler, donc de comment est-ce qu'on fait pour générer ces images. Première chose, c'est il faut du matos parce que, on fait tourner des gros réseaux de neurones et donc, il faut du bon matos pour faire ça. Beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, vous êtes sur PC et donc il vous faudra, un CPU. N'importe quel CPU moderne fait parfaitement l'affaire. Il vous faudra de la RAM, mais c'est pas un sujet. Si vous avez même 16 gigas de RAM et même si c'est pas de la super RAM, ça passe, suffisamment. Bien sûr, plus vous en avez, mieux c'est, mais ça passe suffisamment. Le disque, c'est un petit peu pareil. Système d'exploitation, Stable Diffusion de base et surtout les modèles, bah, il faut un disque 256, 512 gigas, du SSD de préférence. Le chargement des modèles est long, hein. Les modèles modernes, maintenant, ils font aux alentours de 7-8 gigas. Il faut quand même les charger et on les manipule beaucoup. Et puis après, bah, faut stocker les images. Donc là, si vous êtes parti dans la création de banques d'images, il faut surtout, prendre un NAS, pour stocker ça au kilomètre. Si vous faites de la vidéo, j'en parle même pas. Donc voilà, mais le nerf de la guerre, bien sûr, c'est le GPU. Et en pratique, les gens s'en rendent pas compte, mais plus que la puissance du GPU, ce qui compte, c'est la VRAM, c'est-à-dire la RAM vidéo, la mémoire de votre GPU. La théorie est la suivante: vous ne pouvez pas faire de génération d'images avec moins de 8 gigas de, VRAM. Donc c'est pas beaucoup, c'est ce qui permet de faire des images 256 par 256. La plupart du temps, il faut compter avoir, au moins le double ou 4 fois ça, pour, travailler à l'aise et au final, on arrive à un truc où en pratique, si vous êtes un particulier, ce que vous prenez, c'est ou une RTX 3090 ou une RTX 4090, qui sont des machines qui sont le bon compromis entre, enfin des cartes entre la RAM qu'ils ont vidéo et leur puissance. Il y a des cartes pro qui sont vraiment top, qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui sont à 80 gigas de VRAM, par exemple. Bien sûr, avec ça, vous pouvez faire des trucs fous. Tous les opérateurs qui font de la génération d'images en mode SaaS fonctionnent comme ça, hein. Ils ont ce qu'on appelle ils accèdent à des serveurs HGX. Il y a 8 machines qui sont des machines, enfin 8 GPU qui sont des trucs de compète, mais ils les louent
à l'heure, etc. Donc, c'est un autre problème. Si vous le faites chez vous, il vous faut une RTX 4090, moi, c'est ce que je vous conseille maintenant. Et donc, un bon setup, ça vous coûte entre 2 000 et 3 000 euros. Ça, c'est si vous avez un PC. Mais si vous êtes plus pragmatique, eh ben, en fait, vous achetez un Mac. Un Mac Studio en M2, ça coûte 2400 balles et c'est tout aussi efficace que d'avoir cette machine avec la RTX 4090 et vous n'avez aucune config à faire pour faire tourner les outils de génération d'images. Je sais que ça va faire rigoler mes copains qui trollent sur le sujet, mais en fait, rien que pour faire ça, ça vaut le coup d'en avoir un. Parce que, alors pas celui à 5000 balles, hein, mais celui à 2400 balles vous suffit largement pour générer des centaines d'images par jour sans aucun problème. Donc voilà pour le matos. Ensuite, bah, il faut des logiciels pour faire ça. Stable Diffusion et tout ce qu'il y a autour, c'est beaucoup de code en Python qui doit tourner avec de la gestion du GPU. C'est quelque chose que des millions de personnes, peut-être pas des millions, mais des dizaines de milliers de personnes pratiquent dans le monde, donc c'est hyper balisé. Il y a des tutos pour tout faire. Ceci étant, si vous voulez pas vous emmerder à faire les choses de manière un peu compliquée, il faut mieux utiliser des outils avec une belle interface graphique pour faire les choses. Et moi, j'en ai montré 3 ici. Et je vais commencer par celui de droite. Celui de droite, c'est, alors je ne sais jamais si on dit automatique 11.11 ou autrement, mais voilà, c'est l'interface web officielle de Stable Diffusion, d'une certaine manière. Et ça fonctionne sur Mac et PC. Pourquoi? Parce que c'est une interface web qui tourne donc chez vous. Et si vous avez installé tout ce qu'il faut sur votre Mac ou sur votre PC en matière de bibliothèque logicielle, etc., que ça guide bien le GPU, ben ça fonctionne parfaitement. C'est ce qu'il y a de mieux pour faire les choses, mais c'est un peu compliqué à installer, etc. Même si voilà, vous y passez une demi-journée, une journée s'il le faut, mais après, ça fonctionne. Ensuite, sur Mac, il y a plein d'autres outils, hein, mais moi, j'utilise ces trois-là seulement. Après, sur Mac, il y a d'autres outils, et je vais me mettre à celui du milieu, qui est DrawThings. Il est sur Mac uniquement. C'est un outil qui est pas super pratique. Il est d'ailleurs très instable. Quand vous le lancez, une fois sur deux, il quitte tout seul, etc. Donc c'est un truc qui a pas mal de problématiques, mais c'est un outil qui est très complet et c'est aujourd'hui le seul qui fait tourner sans se préoccuper d'aucune config les modèles SDXL, donc Stable Diffusion XL, qui sont les modèles vraiment très récents de Stable Diffusion, qui sont compétitifs face à des modèles très très bien tunés de certains opérateurs qu'on trouve en ligne, comme notamment par exemple Midjourney. Et puis, il y a un outil, si vous êtes sur Mac, qui est vraiment, moi, je pense, l'outil idéal, surtout si vous débutez, c'est Diffusion B. Là, littéralement, il n'y a rien à faire. Vous téléchargez l'outil et ça marche. Et les exemples que je vais prendre dans la suite, c'est par rapport à Diffusion B, même si, bien sûr, c'est valable partout, puisque Stable Diffusion, c'est une chose, et tous les outils sont des interfaces au-dessus de Stable Diffusion, donc les paramètres, tout, les prompts, tout est la même chose. Je parle d'outils, je parle de GPU, je dis qu'on va installer des modèles Stable Diffusion, mais je ne parle pas de Midjourney ou je ne parle pas de Lexica, etc., qui sont des modèles auxquels on peut accéder en ligne. Pour moi, ce n'est pas le sujet du jour. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de modèles et il ne s'agit pas d'outils génériques. Midjourney, ce n'est pas un outil de génération d'images, c'est un modèle de génération d'images qui a fait des choix stylistiques, par exemple, et des images Midjourney, même s'il y a plusieurs, bien sûr, on peut, avec le prompt, lui faire changer de style, etc. Mais on est sur des images qui, finalement, sont assez reconnaissables. Alors, sur Midjourney, les gens ont plus de mal. Lexica, par exemple, on reconnaît le style visuel quasiment instantanément. Donc, voilà, ces modèles, ils sont très reconnaissables. Par ailleurs, ces modèles ont leur propre routine de prompt. Parfois, Lexica non, mais Midjourney, par exemple, il commence à développer son propre vocabulaire de prompt, qui passe assez mal en dehors de Midjourney. Le jour où Midjourney se fera dépasser par les autres, une partie des prompts qu'on fait avec, il faudra les changer parce que finalement, on utilise un vocabulaire qui est dédié, c'est-à-dire que leurs prompts sont un peu différents parce que ça permet de scripter des accès probablement à des modèles différents à l'interne. Donc, c'est des choses dont je ne parlerai pas. Les résultats graphiques qu'on obtient avec Midjourney sont exceptionnels. Je ne suis pas du tout en train de dire le contraire, hein. Mais je pense que sur le long terme, c'est une solution de facilité, mais si on veut vraiment se lancer dans la génération d'images, il faut le faire soi-même. Et les outils dont je parle là sont des outils génériques. Si les modèles progressent, ces outils progressent aussi visuellement. Alors maintenant, quand on fait de la génération d'images, qu'est-ce qu'on a comme paramètres sous la main quand on veut faire les choses? Il y a des paramètres qui sont très simples à comprendre et il y en a d'autres qui sont plus compliqués. Ici,
on a le prompt en lui-même. Donc le prompt, je reviendrai dessus plus tard, c'est la description de l'image qu'on veut obtenir. Je vais revenir dessus plus tard, mais je vais dire tout de suite quelque chose. Quand les gens utilisent ces outils de génération, ils font, selon moi, une erreur, enfin, il y a une erreur qui est fréquente chez les débutants, qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs quand on voit les requêtes qui sont faites sur les banques d'images. Les gens oublient qu'une image, c'est quelque chose de visuel et descriptif. Il n'y a pas de concept derrière une image, naturellement. Si vous mettez dans un prompt business meeting ou des choses comme ça, bah, business meeting, ça n'est pas visuel. Le prompt va galérer, enfin le modèle va galérer à vous faire des belles images, il va faire des trucs un peu au pif, parce qu'en fait, vous êtes en train de lui parler de quelque chose qui n'est pas du tout visuel. Si vous dites je veux un groupe d'hommes et de femmes en costume et tailleur autour d'une table dans une salle de réunion, vous êtes en train de dire business meeting, mais vous êtes en train de dire ce qu'est un business meeting, et là, vous aurez une belle image. Donc, il ne faut jamais oublier que le prompt, c'est une description visuelle. Ensuite, maintenant, tous les outils et tous les modèles peuvent prendre des prompts négatifs. Un prompt négatif, c'est ce qu'on ne veut pas voir. Il faut savoir que dès qu'on commence à utiliser des modèles externes et qu'on fait soi-même les choses, il y a beaucoup, beaucoup de modèles qui ont été faits pour des applications plutôt no safe for work. Beaucoup de modèles, si vous allez sur des sites dont je vais vous parler après, euh, une image sur deux, c'est quelqu'un nu, homme ou femme ou autre, et on a cette problématique de faire générer des gens habillés des faux modèles. C'est pas facile. Donc, dans le prompt négatif, on dit qu'on veut quelqu'un qui soit pas nu, qui ne soit pas no safe forward, que ce soit pas, etc., etc. Et là, on dit ce qu'on ne veut pas voir à l'image. Donc ça, c'est la partie prompt. Et puis ensuite, il y a le modèle qu'on veut utiliser, la résolution de l'image qu'on veut générer. Aujourd'hui, on peut générer assez facilement jusqu'à du 1024 par 1024 si on a une carte graphique qui tient. Le nombre d'images qu'on veut générer, il n'y a aucune surprise. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le seed. Le seed, c'est ici. Le seed, c'est le nombre aléatoire qui va servir à générer le bruit qui va permettre de créer les images. Et à un générateur aléatoire correspond un bruit, correspondra donc une image. Donc si vous ne modifiez pas le prompt, le même seed donnera toujours la même image. Donc, ce qui permet d'avoir comme ça une forme de, de convergence sur les choses. Oui, alors j'expliquerai pourquoi j'ai mis Antoine Durand dans le truc, mais c'est pour préserver sur plusieurs photos différentes le même visage. Parce que pour le modèle, Antoine Durand, ça a un sens. Et puis après, si on fait plusieurs images, mais en fait, pour avoir plusieurs images différentes, on fait des modifications aussi pour faire les choses. Je continue dans les trucs qui sont utilisés. Le nombre de sampling steps ici, c'est le nombre d'étapes, d'itérations qu'on va faire. Tout à l'heure, ici, je vous ai dit, on recommence n fois. C'est ce n, en fait, le sampling step. Plus on recommence, plus l'image est quelque part propre visuellement. C'est généralement au bout de 20-30 itérations, on a fait le tour, on a une très belle image. Puis après, il y a des trucs un petit peu plus amusants. On peut utiliser ce qu'on appelle des contrôles nets. J'en parlerai en fin de sujet. Et puis, on a des choses extrêmement techniques après. On peut modifier profondément comment le réseau est utilisé. Donc, la V-prédiction, c'est quoi? C'est une configuration du réseau de neurones en lui-même. Et le clip skip, et pas le click skip, c'est le fait qu'on ne va pas regarder on va pas utiliser toutes les couches du réseau de neurones pour faire la génération. Donc là, on rentre dans des trucs très techniques, et ça permet de générer des images plus ou moins précises également. Mais je ne vais pas en parler plus que ça. Donc ça, c'est les paramètres globalement. Mais le premier point qu'il faut comprendre, c'est vraiment le choix du modèle. Il existe un site qui s'appelle civitai.com. C'est un site sur lequel les gens s'indiquent leurs modèles. Il y a des centaines de modèles et ils donnent plein de data et on voit ce que donnent les modèles et ils donnent des prompts et on voit des super belles images. Et un modèle, c'est quoi? C'est une base d'images qui a servi à entraîner un, un réseau de neurones pour, à partir d'un prompt, fournir des belles images. Et un modèle, il a ses propres caractéristiques visuelles. Je sais que dans le milieu du SEO, les gens ne regardent qu'une chose quand on parle d'image, c'est toujours, ça a l'air réaliste, etc. Parce que l'application, c'est est-ce que, grosso modo, je serais capable de rentrer mes images dans une banque d'images. Mais la réalité, c'est que photoréalisme, le mot photoréalisme, il n'indique pas une qualité d'image, c'est un style. Une image, elle peut être photoréaliste, mais elle peut être cartoon, elle peut être etc. Donc, c'est un style et pas les choses. Et donc, on a un truc qui est, selon le modèle qu'on utilise,
eh bien, on a des images différentes. Ici, voilà mon prompt. Je veux une photo professionnelle vintage de quelqu'un, d'un homme qui a 40 ans, qui est beau, qui s'appelle Antoine Durand, donc ça me permettra d'avoir une certaine constante. Je veux que le visage soit détaillé, je veux qu'il soit habillé comme un banquier, voilà, qu'il soit à Paris, etc. etc. C'est du Full HD, c'est pris sur un Canon EOS 5, c'est une photo qui est fantastique, c'est tout ce qu'on veut. Je fais un magnifique prompt. Et ici, j'ai 4 modèles, et les 4 modèles me donnent 4 résultats différents. Aucune de ces images n'est moins bien qu'une autre. Elles ont des styles différents. Et quand on veut faire de l'illustration, bah, selon le style qu'on veut, on va avoir des trucs différents. Moi j'ai un petit site qui parle de manga, etc. Bah, je peux utiliser le modèle Flat 2, D Anime, etc. ou le Pastel Mix Styles. Pourquoi? Parce que ça va plutôt correspondre au public qui vient et aux articles qui vont être écrits. Si je suis en train de faire un truc lifestyle, etc., je vais utiliser Realistic Vision 5, qui est aujourd'hui, à part SDXL1, probablement le meilleur modèle pour faire du photoréalisme, et je vais avoir un autre type d'image, etc., etc. Donc je vais choisir le modèle par rapport à ça. Je réponds rapidement à une question. Pour augmenter la résolution, c'est juste une question de VRAM. En fait, si on veut générer nativement à haute résolution, c'est une question de VRAM. Si on veut faire de l'upscale, là, c'est autre chose. On prend une image qui a une plus petite résolution, on la transforme en une grande résolution. C'est des réseaux spécifiques. Et avec peu de VRAM, ils peuvent le faire. Voilà. Donc ça, c'est pour les modèles. Ensuite, le prompt. Un prompt, j'avais fait un exposé chez Laurent Prévost à l'IA Event sur le sujet, donc je ne vais pas en parler pendant des heures, mais le prompt, en fait, il contient un certain nombre d'éléments qui ne sont pas tous indispensables, certains oui, mais qui vont, s'ils sont tous là, permettre de faire un prompt qui va vraiment bien fonctionner. En premier, toujours des éléments physiques, le sujet, pas de concept, je l'ai dit, parce qu'on est sur de l'illustration, et donc plus on est descriptif, plus ça colle à ce qu'on veut. Un prompt, plus il est long, en fait, moins il est bon, j'ai envie de dire, pour une raison très simple, c'est que en fait, tous les mots sont importants dans un prompt, et plus on met de mots, en fait, plus on dilue le pouvoir de génération des premiers mots. Donc, si on dit en premier qu'on veut, je ne sais pas moi, un homme avec un costume rose, et qu'à la fin, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'une autre couleur, bah, en fait, on va voir qu'une partie des images vont plus être sur des costumes qui vont être roses. Pourquoi? Parce que le modèle, il va faire une confusion sur les couleurs, etc. Et donc, on évite de faire des prompts trop longs, sauf si on veut tester, hein, mais parce que souvent, ça va polluer ce qu'on veut faire. Et on fait toujours un prompt négatif. Et c'est à tel point que maintenant, il existe des prompts négatifs génériques très très bien, qui sont souvent beaucoup, beaucoup plus longs pour le coup que les prompts descriptifs. Sinon, qu'est-ce qu'on met? On met le sujet, on met le médium. Est-ce que c'est une photo? Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est un graffiti, etc. Le style, parfois avec des références. Donc, le style, ça peut être un portrait, mais à la manière de telle ou telle personne. La résolution de l'image, est-ce que c'est une image haute def, basse def, etc. En pratique, la génération fera toujours la même taille, mais ça sera une image qui sera générée différemment selon les cas. Couleur, éclairage, et puis divers éléments. Donc les prompts, c'est un truc super balisé, hein, vous pouvez trouver une grande littérature là-dessus, et ça donne des choses qui peuvent être intéressantes. Ici, avec Realistic Vision, un prompt que j'utilise tout le temps pour faire mes tests, qui est celui de la femme avec des taches de rousseur. Voilà, mon sujet, c'est une femme avec des taches de rousseur, elle a les yeux un peu ronds, elle a les cheveux courts mais en désordre, elle a un t-shirt blanc, et là, je rentre après dans des remarques stylistiques, etc. C'est un portrait avec la personne qui regarde à la caméra. Il est hyper réaliste et il est dans le style de Steve McCurry. Steve McCurry, c'est celui qui a fait la photo de la jeune fille afghane dans National Geographic. Donc, c'est un style extrêmement reconnaissable. Et comme ça fait un certain style, une certaine lumière. Et puis, bah, je veux que ce soit une photo tout public, que ce soit pas cartoon, que ce soit pas, etc. Et j'utilise Realistic Vision et ça me donne cette photo qui, ma foi, est pas mal pour un prompt qui n'est pas hyper travaillé. Pardon. Si j'utilise un autre modèle, je vais avoir une autre photo, enfin une autre image. Et c'est assez amusant. Ici, j'utilise un modèle anime, mais j'ai quand même demandé une photo, etc. Et ce que j'ai, c'est une image qui est un portrait, photo, etc., mais dans un style anime. Et donc, mon image, techniquement, c'est du dessin. Et c'est là où on voit la différence entre le style imposé par le modèle et ce que le prompt va suggérer. J'ai une image qui est structurée comme une photo, un portrait, mais qui est dans un style anime. Et selon le modèle, bah, ça va changer. Donc ça, c'est pour la partie prompt. Ensuite, on peut aller beaucoup plus loin avec tous ces outils, et c'est ça dont je voulais vous introduire dans cet exposé. Je pense que maintenant, la plupart des gens maîtrisent, en tout cas, ont compris comment fonctionnaient les outils de génération, Midjourney. Beaucoup de gens ont utilisé, mis des petits prompts pour ça.
Mais il y a moyen de faire des choses extrêmement intéressantes en utilisant ce qu'on appelle des contrôles nets. Les réseaux de contrôle, c'est quoi? C'est des réseaux qui vont utiliser une image de contrôle et des directives par rapport à cette image. Je prends toujours mon prompt du début, la photo de Antoine Durand. Et ce que je vais demander, ce que je vais dire, c'est que je vais dire à mon réseau de neurones, avec un certain modèle: «Prends une photo de contrôle», qui est ici ce magnifique dessin, fait main, d'un visage particulièrement raté, et je lui dis c'est un scribble, donc c'est un schéma de, de ce qui va de ce qui va être imposé, pour la génération. Et avec, une directive Scribble sur le contrôle net, mon, prompt standard va me faire ce Antoine Durand, mais il va forcer l'image à suivre le format qui est indiqué par le réseau de contrôle. Et on voit effectivement, là, c'est caricatural parce que le dessin est particulièrement moche, il y a pas de gris, il y a pas de enfin, c'est vraiment le degré zéro. Et bah, avec Realistic Vision, il me fait un visage qui a la forme de ce que j'ai fait, donc bah, les oreilles, le truc, le nez, hein, vous voyez, c'est vraiment la même forme. Et comme il n'a pas compris que c'était les cheveux qui étaient là, parce que je n'ai pas fait vraiment une forme de cheveux, il m'a fait un chapeau qui a la forme qui a été indiquée. Donc ça, c'est vraiment à mourir de rire, ça fait une image qui tient la route, hein, mais qui est assez particulière. Avec le modèle anime, bah, en fait, le modèle anime, il contient en dur dans le style, la forme des visages et des chevelures des protagonistes qui seront toujours dessinés. Pourquoi? Parce que c'est le style anime et que le style anime, il y a une certaine forme de visage, une certaine forme des yeux, une certaine forme de chevelure, toujours un petit peu, voilà, comme ça, à la Albator pour ceux qui ont dépassé, qui ont un certain âge, quoi. Et donc, bah, il est obligé, les éléments de forme que je lui donne, d'en faire quelque chose et donc, bah, il fait un truc qui est pas foufou parce qu'il est forcé à faire ça. Donc voilà, le truc, c'est assez amusant de voir un petit peu que, bah, les contraintes, ça va donner des résultats plus ou moins bons selon le modèle. Control net, là, je l'ai utilisé en Scribble, mais on peut l'utiliser en mode depth. Depth, c'est l'image qu'on va donner, ça va être une image qui est en niveau de gris et qui vont indiquer les niveaux de profondeur dans l'image. Alors ici, mon image, c'était un dessin fait main. Donc en fait, les profondeurs, c'est un peu comme si j'avais fait une gravure avec un burin et les traits noirs, c'est des trous. Et donc, bah, il va me faire des images qui sont assez bizarres. Il va me faire, par exemple, ici, avec le modèle Anime, un truc qui est complètement improbable. En fait, voilà, il crée une image à partir de ça, et donc le résultat, je ne pouvais pas l'attendre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe avec Realistic Vision. Vous voyez que les endroits où c'est très très noir, en fait, bah, c'est des endroits où il va avoir finalement fait comme si on avait fait une image, une photo, et qu'on avait fait des trous dedans et qu'on voyait ce qu'il y avait derrière la photo. Par exemple, ici, on a l'impression qu'il y a des arbres, etc. Dédou m'avait interpellé sur Twitter, je sais qu'il est dans le chat normalement, pour essayer d'écrire des mots sur une image. Bah, en fait, c'est ce que j'avais utilisé comme technique. J'avais fait des cartes de profondeur avec les lettres et j'avais utilisé CTRL-NET pour faire des images dans lesquelles j'avais, finalement, gravé dedans, des textes. Des textes qui étaient faits avec mon image dans CTRL-NET. Et ça fonctionnait plutôt pas mal et je pense qu'avec du travail, on peut faire des choses, sans doute très, très intéressantes. Les cartes de profondeur, là, dit comme ça a l'air de servir à rien, mais en fait, ça a une utilité extrême. Voilà, le truc assez, amusant. Bah oui, David, c'était fait vite fait, c'était pas foufou, hein. Ici, une carte de profondeur qui est vraiment beaucoup plus belle. On voit que c'est une image qui a servi, qui était probablement un robot ou un truc comme ça, qui était en train de parler à un pupitre. Donc mon prompt, c'est toujours le même, robot giving a talk at a conference ou a Jedi, etc. Donc c'est le même prompt, mais je change juste le type de personne qui va parler. Et le réseau de neurones me fabrique, donc là c'est avec le modèle Anime, une image qui correspond exactement à la carte de profondeur, mais il change finalement le visuel des objets, mais en gardant la forme, en gardant les positions, etc. Et donc bah, je fais la même image avec un robot, un Jedi, une sorcière, un cochon, bon, il ne sait pas bien faire des cochons, etc. Et donc je vais avoir comme ça des images qui sont toutes différentes, mais qui sont dans le fond toutes les mêmes. Et donc c'est intéressant parce que ça permet de décliner des images. Si vous avez une image qui est belle, que vous trouvez quelque part, elle vous plaît beaucoup cette image, et bah, vous pouvez reproduire la même image dans un contexte complètement différent, avec un réseau de neurones qui crée les cartes de profondeur. Vous en trouvez facilement, il y a un collab pour ça, par exemple, qui circule pas mal. Une fois que vous avez cette carte de profondeur, vous faites un prompt qui demande des objets différents, des personnes différentes, et vous aurez une image différente. Si vous prenez une photo, par exemple, enfin une photo de, je sais pas moi, Macron qui parle à la tribune, vous voulez faire la même photo mais avec Trump qui parle à la tribune, vous faites une carte de profondeur et vous faites un prompt qui va bien, et vous aurez juste la même image, mais avec les personnes qui sont plus les mêmes. Donc ça permet vraiment de faire
des choses assez intéressantes. Donc ça, c'est pas mal. Ah, j'ai des problèmes de connexion, c'est ça? Ouais, je suis Non, désolé. normalement, c'est bon, on t'a C'est bien. bon? Ah oui, non, parce que je croyais, là, qu'on Impeccable. a l'air de dire que ça a pas l'air d'aller. OK, et je continue sur, la dernière partie que je voulais aborder, qui sont sur les LoRa. Les LoRa, Low Rank Adaptation, ce sont des modèles complémentaires à un modèle complet. Aujourd'hui, entraîner un modèle, ça coûte une fortune. Il faut dépenser vraiment des sommes colossales. Il y a des gens qui le font, hein, pour Stable Diffusion, donc Realistic Vision, et cetera, sont des modèles complets. Les modèles au-dessus de Stable Diffusion XL sont d'excellente qualité. Ce sont des modèles qui font 6-7 gigas, et donc les entraîner, ça coûte encore plus cher. Et on pourrait se dire, on est toujours tributaire des personnes qui vont créer des modèles, et puis on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Les LoRa, c'est une méthode qui permet finalement de quelque part, créer ses propres modèles. Si vous avez 100, 200 images avec un certain style, ou d'une certaine personne, ou des personnes dans une certaine position, ou etc., eh bien, vous pouvez créer un modèle complémentaire que vous pourrez rajouter, fusionner avec des modèles complets. Donc les LoRa, vous en trouvez plein sur Civit AI, c'est des modèles qui font tout et n'importe quoi. Ici, un modèle qui, par exemple, toutes les images auront l'air d'être avec des objets faits en barbe à papa. Des images, ce sera toujours une actrice de One Piece, le live qui est sur actuellement Netflix. Un autre Laura, ça fera des images où tout sera transformé en Stormtrooper, etc., etc. Donc les LoRa vont permettre de rajouter des capacités particulières au modèle. On peut en rajouter autant qu'on veut à un modèle. Et donc, ça permet de faire des choses intéressantes. Alors oui, c'est no safe for work CVTI, hein, c'est bien de le rappeler, et notamment, il y a beaucoup de LoRa qui sont autour de ça, hein. C'est pour ça que je parlais les positions, et cetera. Vous découvrirez par vous-même, vous êtes tous des grandes personnes, ou presque, probablement, mais il y a des choses qui sont assez fascinantes qui sont faites, il faut bien le dire. Comment on s'en sert et qu'est-ce que ça donne? Ici, eh ben, j'ai fait avec Realistic Vision une image, et avec un prompt qui est vraiment très court. Le prompt, c'est Eman Epic. Donc il y a 3 mots, hein. En fait, 2. Et Realistic Vision me fait quelque chose, voilà, un homme qui c'est épique, c'est tout ce qu'on veut, magnifique image. Et moi, j'ai pris un LoRa qui fait que du Homelander. Donc voilà, un LoRa autour d'un personnage de la série The Boys. Eh bien, avec le LoRa mis à 0,7, et j'ai fait cette image en 30 secondes hier, parce que comme j'ai plus de vraie connexion, c'est compliqué pour moi de faire des trucs trop compliqués en ce moment. Eh bien, le même prompt me donne un résultat qui n'a rien à voir. Et c'est assez intéressant, c'est qu'on voit donc, on comprend que ça va modifier fondamentalement le style des choses qu'on va faire grâce à ça. Ici, j'ai fait un autre prompt, un chien, le soleil, avec Realistic Vision, ça me donne une image qui est vraiment plutôt pas mal, avec le même modifié pour faire du Homelander. Bah, je ne sais pas pourquoi il me sort un style graphique qui n'a plus rien à voir, mais en tout cas, il y a Homelander qui est sur l'image. Et j'ai pris un autre LoRa, et ce LoRa, il fait quoi? Il transforme toutes les images en images qui sont une silhouette avec le soleil derrière. Et donc, bah, ça me fait un coucher de soleil avec le chien qui est en silhouette devant. Et donc, avec ces LoRa, bah, on peut faire des images qui sont vraiment complètement différentes. Et un LoRa, c'est 150 mégas qu'on va rajouter finalement au modèle d'origine, et ça va faire de très très bons résultats. Donc, voilà, ça, c'est pour les choses qui marchent bien. Ça permet de faire des nouveaux modèles à moindre coût, et les entraîner, c'est facile. Il y a ici un lien vers le Koya Trainer, K-O-H-Y-A Trainer. Et Koya, ça permet en fait de faire du training, et il donne des accès à des Google Colab en fait, pour faire les entraînements. En fait, vous pouvez le faire sur Colab, parce que c'est quand même plus difficile à faire en local. Donc voilà pour ça, et je crois que c'est presque mon dernier sujet. On peut faire maintenant des vidéos aussi. Il y a deux grandes méthodes pour le faire. Il y a les méthodes d'interpolation, et il y a une méthode qui s'appelle Deforum. Deform, je pense que c'est un astuce avec Deform. Deforum, ça marche mieux, mais c'était un peu plus lourd à faire tourner hier pour finaliser les slides, donc je ne pouvais pas trop. Le principe d'interpolation, c'est que vous fournissez plusieurs prompts, et en fait, l'IA calcule ce qui se passe entre les prompts. Alors, j'ai dû faire ça rapidement, donc le résultat n'est pas fou, mais voilà, ça donne ce genre de choses où, en fait, il n'y a que deux prompts. Le premier prompt, c'est l'image du jeune pirate, et puis après, le dernier prompt, c'est l'image du vieux pirate fâché, et ça m'invente ce qui se passe entre les deux. C'est deux prompts un peu trop différents, j'ai pas mis assez d'images, donc c'est pas très fluide, mais ça permet de faire des choses qui sont assez intéressantes. Cherchez interpolation vidéo IA sur Google, vous verrez qu'il y a des gens qui font d'extrêmement
beaux résultats. Vous comprenez aussi que je ne suis pas un artiste, je pense, en voyant un petit peu les choses que je fais. Donc, mais bon, voilà, on peut faire des choses très très belles. Comme souvent, il faut suer sang et eau pour produire des bons résultats. Le secret, en fait, pour réussir à se construire un bon process, c'est de beaucoup travailler les modèles, trouver les bons prompts, etc. Et puis après, il faut poncer le truc, hein. Une fois que vous avez un prompt qui est bien, vous variez le seed pour faire beaucoup, beaucoup d'images. Quand on fait une banque d'images, en fait, on passe beaucoup de temps à trouver les prompts, mais une fois qu'on les a, à chaque fois, on génère 100, 200, 300 images qui sont toutes différentes. Par exemple, nous, en tant qu'éditeur, on a beaucoup de sites qui sont sur des thématiques business. Plusieurs centaines. Et donc, pour avoir des belles images, qu'est-ce qu'on fait? On a trouvé une centaine de prompts. Et avec une centaine de prompts, on fait chacun une centaine d'images. Et hop, voilà, 100 fois 100 images qui permettent d'illustrer absolument tous les articles. Et elles sont toutes uniques. Donc, on peut faire des choses vraiment fondamentales. Voilà, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Il y a un sujet que j'aurais voulu aborder, mais c'est un peu touchy en plus d'un point de vue, enfin voilà, c'est un sujet qui est difficile, qui est celui qui est de l'outil Roop, R-O-O-P. L'outil Roop, c'est un outil, vous donnez une photo d'une personne et ça remplace les visages d'une image dans le générateur par les photos de cette personne, enfin, par le visage de cette personne. C'est un truc qui est à la mode, mais on va dire que pour le moins, c'est un sujet touchy, donc j'en parle pas trop, mais vous pouvez aller vous renseigner là-dessus et sur toute autre chose sur l'IA et la vidéo. Et il ne faut pas hésiter à me poser des questions, hein, sur Twitter. Mes DM sont ouverts. Si vous avez des questions là-dessus, il ne faut pas hésiter. Et Merci voilà. Sylvain, c'était très complet, hein, très très complet. Il y a pas mal de passionnés techniques en plus qui s'initient depuis pas mal de temps, notamment Clément ou autres, qui sont dans le chat et qui ont, je pense, eu beaucoup d'intérêt pour ta conférence. Donc c'est vraiment top. Oui, bah oui, Clément, on discute pas mal. Enfin, pas mal. On discute sur le sujet, tout à fait. Si tu me permets, je vais te poser quelques questions, Ouais. notamment que j'ai notées. Alors, a-t-on le droit d'utiliser les images générées par IA, donc j'imagine l'IA open source, et d'autres IA, bon, des services comme Midjourney ou autres, sur nos propres sites? Comment on peut se positionner par rapport à tout ça? Alors, la question de la légalité, elle est compliquée parce que c'est la question de la propriété intellectuelle, elle est souvent différente par pays ou par zone géographique. Aux États-Unis, la seule jurisprudence qu'il y a, c'est que ça n'appartient à personne, donc on peut s'en servir comme on veut. Alors, Ok. c'est assez amusant d'ailleurs, c'est que même il y a beaucoup de gens qui fabriquent des modèles, que ce soit du modèle open source, des algos qui manipulent les modèles ou des modèles fermés comme Lexica, etc. Ils te disent vous avez le droit de vous en servir pour faire ce que vous voulez si vous avez une licence, si vous êtes abonné. En pratique, ils n'ont même pas le droit de faire ça. La réalité, c'est que ces images, elles appartiennent à personne, donc tout le monde peut s'en servir. Ce qui veut dire aussi d'ailleurs que techniquement, une image IA, on pourrait vous la voler et l'utiliser sans aucun problème. Ça, c'est les États-Unis. En France, c'est plus compliqué et on ne sait pas trop ce qu'il en est. Par contre, il y a une double problématique qui est c'est pas parce que l'image qu'on a générée n'appartient à personne qu'on avait le droit de la faire. Et donc, il peut y avoir une problématique de je copie le style d'une personne vraiment abusivement. À quel moment j'ai le droit de le faire, à quel moment ça s'arrête mon droit de le faire. Et puis simplement, après, il y a le droit des personnes, hein. Voilà, il y a beaucoup de choses sur les modèles No Safe for Work. Quand on va voir ce qu'ils font, il y a beaucoup de gens, ils sont pas foufous, les mecs, hein. Ils disent, voilà, ça c'est un modèle, alors je suis désolé de ce que je veux dire, pour faire des jeunes femmes qui nous montrent leur cul en levrette, voilà. Et donc ça, ils le font d'un côté, puis d'un autre côté, ils font un Ouais. modèle. Ce modèle, il met le visage de Scarlett Johansson partout. Ok. Je fabrique les deux modèles, mais voilà, et voilà la méthode pour fusionner des modèles. Et donc, mais par contre, ces images-là, juste on n'a pas le droit de les faire. Et donc là, il y a une portée qui est beaucoup plus compliquée, ce qui est sur le droit des personnes. Et notamment, c'est pour ça que quand on fait une banque d'images, on fait très très attention. Il y a des modèles, ils fabriquent naturellement, j'ai pas mis, mais par exemple, moi j'ai trouvé un modèle pour faire des piscines. Voilà. Il y a des gens qui ont des sites sur des piscines, donc je voulais faire des piscines. Et chaque fois qu'il y avait une personne dans la piscine, si c'était un homme, c'était Ryan Reynolds, quelqu'un qui ressemblait. Si c'était une femme, c'était Scarlett Johansson. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, et c'était pas tourné sur, mais le modèle n'avait que ces deux personnes-là visiblement. Donc, voilà, donc là, il y a des problématiques. Mais sinon, pour l'instant, le statut, ça appartient à tout le monde. Voilà. Ok, à tout le monde. C'est encore assez flou. Ouais, pour reprendre un peu tes propos. Est-ce que tu penses que la France, qui est très forte dedans pour mettre des limitations, va mettre en place des limitations, l'IA, partie contenu que tu maîtrises très très bien, ou même la partie image également, on a pu voir ton exposé aujourd'hui. Comment tu Ouais, te alors il y a, positionnes pronostiquement parlant, quoi?
Moi, je pense qu'il y aura des régulations fortes. En fait, le vrai problème que je vois, il est plus, d'ailleurs, ils en ont parlé les derniers jours. Il y a la partie le droit, puis il y a la partie l'argent qui est associé aussi. En France, on a des gens qui sont extrêmement au taquet pour prendre l'argent des autres sur la propriété intellectuelle, la SACEM, etc., sur la musique, par exemple, avec le circuit des droits voisins, etc. Donc là, on commence à avoir des gens qui parlent d'une taxe IA qui profiterait aux ayants droit globalement de tout ça. Donc c'est un peu le truc, on a eu la taxe sur les CD, sur les trucs, sur les clés USB, il y aura peut-être une taxe sur l'IA pour ça. Et donc je pense que, comme souvent, l'Europe sera très prompte à réguler et probablement assez mal, parce qu'on voit que la plupart des régulations qu'ils mettent en place ne sont pas adaptées au monde dans lequel on vit, mais oui, je suis sûr qu'on sera parmi les premiers à faire quelque chose. Il ne faut pas oublier, Ok, en France, un truc comme la SACEM et tout, ce sont des lobbies extrêmement puissants, et eux, leur intérêt, c'est que ce soit régulé et qu'il y ait de l'argent qui tombe pour eux, quoi. d'accord, super. Selon toi, quelles sont les véritables opportunités business liées à la génération d'images? Parce que nous, en tant qu'éditeur, effectivement, on génère des images, on met à la une, etc., on fait ranker. Mais ça Mm. c'est en bas de l'échelle. Les vraies opportunités pour les vrais empires à construire, pour toi, ça se joue sur quoi dans Il le y a, futur? en fait, il y a vraiment. Euh, c'est la question de l'entraînement des modèles qui est cruciale. Après, hier, je suis tombé sur un modèle alors, qui est probablement lui aussi tout aussi illégal vu qu'il est fait par des tiers, mais c'est un modèle qui fait des chaussures Nike. Voilà. Donc, et il est vrai, hein, en fait. Voilà, ça met Ok, des chaussures Nike à tout le monde. Et il y a vraiment, je pense, un business à faire autour de l'utilisation. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut vendre des fringues, des trucs, mais il y a toujours ce truc, c'est comment on met les gens en situation avec les objets, avec les fringues. Et donc il y a vraiment cet aspect, faire des images où on envoie son visage, on envoie sa forme avec un réseau de contrôle, etc. Et en fait, on se retrouve habillé pour l'hiver, ça nous propose différents trucs. Donc en fait, ça nous habille, puis ça nous propose après d'acheter les objets. Et donc là, il y a pour moi un aspect qui est vraiment intéressant. Et je parle de celui. On peut le faire par rapport à un peu n'importe quoi. On pourrait dire, on met cette lampe Ikea, on te la met sur ta table basse, et puis tu vois ce que ça donne, et puis tu cliques pour l'acheter. Mais il faut pas oublier que le textile, c'est une des plus grosses industries au monde. Il y a beaucoup d'argent. Et donc là, il y a des vraies grosses opportunités business. Celui qui sait ok, faire upseller ses fringues parce que il donne envie, voilà. Je pense qu'il y a vraiment un truc qui peut fonctionner. Et d'accord. c'est sur ce genre de choses. Et puis, bien sûr, sur la création, la vidéo, les affiches, etc. Le jour où on saura faire un clip publicitaire de A à Z avec de l'IA, euh, basé sur les produits du client, etc. On fera des choses qui sont incroyables. C'est pas du tout de l'image, parce que c'est pas du tout les mêmes technos, mais quand on voit les technologies de Agen sur la traduction, puis après ils travaillent la vidéo, etc. Là, on voit des applications où il y a de l'oseille qui va tomber. Moi, Agen, Ouais, par exemple, c'est clair. on fait partie c'est pas encore en ligne, mais littéralement des premiers utilisateurs. Quand on fait du support, quand on fait des vidéos de formation, etc., ça change notre vie, en fait. Ah ouais, ouais. Game changer, on en parlait hier en plus de Jane, Ah bah, donc une, c'est une ouf. formation de vidéo d'une heure pour la tournée, ça va me prendre une demi-journée. Alors, je la fais une fois en français, maintenant, je peux la faire dans toutes les langues, Incroyable, sans... et ça me coûte incroyable. 20 balles de l'heure pour le faire, ou 30 balles de l'heure. Donc, c'est rien du tout. Donc, non, non, là, il y a vraiment un potentiel de rupture là-dessus. Et puis, bien sûr, toute l'industrie de la communication pure et dure hein, pour les images. Ouais. Bon, avec les dangers que ça comporte. Mais pour moi, c'est vraiment sur la partie un peu pour le retailing à distance, en fait. Je trouve que c'est vraiment là où il y aura des changements. Ok, intéressant. Et sur la partie, j'avais noté cette question. Quels sont pour toi les vrais risques liés, parce qu'il y a plein de risques ou autres, surtout quand on n'est pas informé, mais toi qui es très informé, qui est très mature sur le sujet, selon toi, quels sont les vrais risques liés à cette partie vidéo ou image générée? En fait, c'est toujours pareil, le vrai risque, il est toujours autour de l'information, de la fake news, etc. Donc déjà, il y a la fabrique de la vérité. Donc en fait, le truc, c'est que l'image, c'est un média qui est extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on voit une image, et la compréhension de l'émotion portée par une image, elle bypasse notre conscience, en fait. Donc quand on voit une image, c'est pour ça que les pubs choquantes et tout, on s'en souvient mieux. Mm. Le cerveau comprend avant que nous-mêmes, en tant que personne, on comprenne, en fait. Et donc, grosso modo, une image permet de véhiculer de l'information sans faire appel à la raison. Et pareil pour la vidéo. Donc, on peut manipuler beaucoup plus facilement les gens avec. Et c'est littéralement la fabrique de la vérité. Les gens ont du mal à comprendre qu'une image puisse être fausse.
Et puis, même s'ils comprennent après coup qu'elle est fausse, ils ont déjà vécu l'émotion, donc le mal est déjà fait, en fait. Des choses qu'on ne D'accord. peut pas, quand on dit I cannot unsee, tu vois, je ne peux pas ne plus oublier ce que j'ai vu, en fait. Et donc, c'est vraiment ça. Et des fois, on le voudrait. Et c'est un danger qui existait déjà avant, mais réel, avec des images réelles. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur des filtres adultes pour pas que les enfants voient certains types d'images. Il y a des images, quand on les voit, même les adultes, on peut être choqué, etc. Et une fois qu'on l'a vu, on peut jamais oublier ces images-là. Et là, maintenant, n'importe qui peut les fabriquer. Avant, pour fabriquer une image très choquante, il fallait volontairement aller filmer quelque chose de très choquant. C'était réservé à un certain public, quoi, de faire ça. Là, maintenant, n'importe qui peut le faire. Et donc là, il y a un vrai danger. Ok, d'accord. Intéressant. Je vais te poser une dernière question. Hop. Peut-être une question un peu plus débutante, par exemple pour quelqu'un qui maîtrise pas trop le domaine comme moi sur la partie image. Quels seraient les services pour un débutant, quelqu'un qui veut juste faire ses prompts, tester à fond? Est-ce que tu auras un top 3 des services simples, très prometteurs à prendre en main pour jouer avec les images ou les vidéos? Ah, bah, de toute façon, le plus simple, c'est Midjourney, je pense. Objectivement, c'est vraiment très très simple. Même si l'écriture des prompts Midjourney peut être un peu compliquée. Voilà. Il y a Lexica qui fait des images qui sont beaucoup moins bien, mais il est encore plus simple à prendre en place parce que c'est une interface web, il n'y a pas. Enfin voilà, l'interface Discord pour générer des images, c'est pas tout à fait pareil qu'une interface web de base. Ouais. Et puis après, au niveau du dessus, il y a des services. Alors Clément est dans le chat, il pourrait m'aider parce qu'il y a des services après qui permettent d'accéder à plusieurs types de modèles en ligne, mais je me dis toujours les noms, mais après c'est plus évolué parce qu'il faut commencer à choisir des modèles, etc. etc. Mais globalement, en fait, c'est quelqu'un qui veut juste apprendre, il faut qu'il fasse Midjourney. C'est le truc le plus simple, tout le monde s'en sert, ça fait de très beaux résultats, c'est gratifiant les résultats que ça fait, c'est nickel. Oui, voilà, c'est bon, mais Segmind, c'est ça. Ok, Mais c'est de Segmind. l'API, etc. Lexica. Ouais. Ah, c'est bien payé. Donc Lexica et Midjourney principalement, ou Leonardo.ai aussi. Sinon. Et pour la réalisation d'un bon prompt, est-ce que tu as des préconisations, en plus de celles que tu as déjà données? Il y a, la réalisation des bons prompts, c'est vraiment beaucoup d'essais-erreurs. Donc, une fois qu'on a compris la structure, voilà, le sujet, derrière le style, etc., etc., il faut vraiment essayer. Moi, je conseille plus pour le coup, plutôt que d'utiliser des. Enfin, il y a des outils qui sont pas mal hein, pour faire des bons prompts, où on clique sur des boutons et tout. Mais après, je conseille surtout de beaucoup essayer et surtout d'avoir un procédé d'essai pour apprendre qui soit extrêmement bourrin, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un prompt pour une voiture, puis après un prompt pour un cheval, etc. On se fixe une image qu'on veut obtenir et on fait toutes les variations autour et on teste tous les modèles, etc., etc., pour comprendre comment ça se passe. Et une fois que c'est fait, c'est pas mal. Après, quelqu'un qui veut écrire des très bons prompts sans se fouler, pour l'illustration d'ailleurs c'est assez pratique, c'est d'utiliser ChatGPT. Par exemple, tout à l'heure, je dis que le vrai problème, c'est que beaucoup de gens ne savaient pas faire de prompt parce qu'ils disaient ce que je veux, c'est un business meeting, ce que je veux, c'est ci, etc. Si on dit à ChatGPT, voilà, je veux écrire des prompts, alors lui, il connaît Midjourney, donc je veux écrire des prompts pour Midjourney sur les trucs, mais je ne sais pas comment décrire. Je veux un prompt qui me permet d'avoir une image pour illustrer un article sur tac, 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 et on donne le titre. Et là, il va Ok. créer un vrai prompt. Voilà. D'accord, Ça sur donne des trucs qui ChatGPT sont pour souvent pas mal. Ok, sur ChatGPT pour après le transférer Exactement. sur Pour le transférer Ok, sur autre chose. très bien, c'est très clair. Eh bien, merci Sylvain pour cette magnifique exposé. Bah, N'hésitez pas à le merci à suivre toi, sur. merci à tout le monde. Ouais, c'était top. À chaque fois, tu réponds oui à l'appel quand te propose. Je crois que c'était ta deuxième intervention à House of Business. On avait fait une autre intervention sur Twitch quand il Ouais, y avait Scribouillard, etc. Donc, c'était vraiment tout à fait. sympa. Encore merci une nouvelle Bah, fois c'est et moi. je te laisse le mot de la fin si tu souhaites parler d'un outil ou une idée ou autre. Voilà, n'hésite pas avant Non, de bah, passer à la pause. donc je peux rappeler que le nouveau Yantex Guru sort, c'est fait. Non, ce que je vais dire, c'est que, mais bon, tu vas m'engueuler et les gens qui travaillent avec toi aussi, mais dans l'Earning Club, prochainement, je ne sais pas encore quand, parce que je n'ai pas filmé, c'est ma faute, il y aura, je crois, une mini-formation à ces sujets-là. Génial. Voilà. Ah, ça va être orienté Je l'annonce, ça me IA force à le filmer. de ce que Voilà. tu viens d'annoncer sur la partie IA image Seulement sur de les mémoire. images. Et là, ce sera pratique. Génial. Ce ne sera pas des slides, etc. C'est voilà, comment j'utilise le logiciel, qu'est-ce que je tape, ce que ça donne, etc. etc. Bah, incroyable. Merci à toi pour ta confiance. Encore bravo. Bah, N'hésitez pas à merci. suivre Sylvain sur Twitter et je te souhaite que du bon pour la suite. Voilà. Bah, pareil. À À bientôt très vite, et bonne Sylvain. fin d'événement. Ciao. Salut. Merci. À toi aussi.